OK. Bonjour, bien bonjour à tout le monde. Merci de votre présence aujourd'hui pour le webinaire sur la santé et pour le lancement aussi de Agneau Plus. Aujourd'hui, on va être 3 personnes à vous entretenir. Je me présente pour ceux qui ne connaissent pas, Cathy Michaud. Je suis directrice générale de la Société des éleveurs de moutons de race pure. Puis aujourd'hui, on va avoir Marie-Josée Simon du CEPOC et le docteur Annie Daigneault aussi là, qui va nous entretenir pour la présentation. Comme on l'a mentionné, le webinaire va être enregistré pour une question de pérennité, là, de présentation aussi de l'outil Agneau Plus là, pour pas qu'on ait à se répéter. Puis aussi là, pour présenter ultérieurement là, la conférence sur la gestion de la mortalité. Le plan de la présentation, je vais laisser là, beaucoup de temps aux 2 autres filles là, pour présenter l'outil puis la conférence. Je vais revenir là, rapidement sur le projet qui nous a permis de vous présenter aujourd'hui ce webinaire-là, le projet et ses objectifs généraux. On va vous présenter en ligne l'outil qu'on a nommé Agneau Plus, l'outil de saisie. Il va y avoir la conférence là, sur la gestion de la mortalité néonatale des agneaux par le docteur Annie Daigneault au CEPOC. Alors, je change ma diapositive. On vous présente aujourd'hui, dans le fond, le titre complet du projet, c'est le développement d'une application simple pour soutenir les éleveurs dans une prise de données efficace sur la mortalité néonatale des ovins. C'est un travail de collaboration là, qui a été fait avec la Société des éleveurs moutons de race pure du Québec et le Centre d'expertise en production ovine du Québec. Le projet, comme je viens de le mentionner, on a appelé l'outil Agneau Plus. Puis ici, là, juste vous mentionner, là, le titre du projet mentionne une application, mais on va vous présenter l'outil, là, mais c'est plus un outil de saisie qui permet là, la compilation de données. Ce n'est pas en tant que tel une application que vous allez retrouver sur Play Store ou Apple Store, mais vraiment là, un outil qu'on peut mettre sur l'écran d'accueil, puis qui vient là, vraiment compiler les informations. Alors, c'est un financement, là, un projet réalisé dans le cadre du programme de développement sectoriel issu de l'accord Canada-Québec, la mise en œuvre là, du partenariat canadien au MAPAC, bien sûr, c'est le volet 2. Alors, merci à notre partenaire financier. Ce projet-là, bien entendu, implication de plusieurs ressources. Alors, je l'ai mentionné, le demandeur de ce projet-là, c'est la Société des éleveurs, le mouton de race pure du Québec. Puis, c'est moi et Joanne Cameron on a travaillé là, en tant que chargé de projet. Du côté du Centre d'expertise en production ovine, il y a eu le docteur Gaston Rioux, docteur Annie Daigneault, Marie-Josée Simon et Frédéric Fortin qui ont collaboré à l'avancement des travaux. Les éleveurs d'ovins du Québec, Jean-Philippe Deschênes-Gilbert et Marion Dallaire, qui ont mis la main aussi là, aux travaux. On a des vétérinaires praticiens, docteur Mélissa Leclerc et docteur Julie Bachan, qui ont aussi là, été en appui dans tout ce qui est l'outil de saisie, je dois dire. Et bien sûr, là, on remercie les 7 fermes participantes là, qui ont testé l'outil pendant un petit bout puis qui nous ont fourni leurs commentaires pour réussir à améliorer là, tout ça. L'objectif principal de ce projet-là, c'était bien sûr, on en parle beaucoup, là, la prise de données, c'est important. Fait outiller les éleveurs afin de prendre des données pertinentes sur la mortalité des agneaux en élevage ovin. Puis pourquoi on veut prendre des données? Ça nous aide à mieux cerner les causes possibles de mortalité néonatale. Ça facilite la surveillance sanitaire, optimiser les actions préventives là, des vétérinaires et des conseillers. Puis tout ça, ça va vous aider à réduire la mortalité et améliorer là, le bien-être de vos animaux. Si on rentre plus spécifiquement, le projet là, devait, à terme, là, permettre de développer et de mettre en place un outil simple, convivial de collecte de données relatives à la mortalité néonatale, préciser les paramètres associés à la mortalité néonatale, la morbidité des agneaux par le biais de rapports de fréquence et de données compilées. Puis, bien sûr, qu'on devait assurer de déployer là, efficacement l'outil afin d'assurer son adhésion au sein des producteurs. Puis aujourd'hui, c'est un des livrables là, de vous présenter cet outil-là puis de le lancer là, plus largement là, à un plus grand nombre de producteurs. Fait qu'on vous remercie de votre présence.
Puis sur ça, dans le fond, je vais laisser Marie-Josée Simon au CEPAC vous présenter l'outil en ligne. Puis n'hésitez pas là, à poser des questions à Marie-Josée. Fait que je te lance la POC, Marie-Josée. Oui. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui. C'est ça, c'est moi qui vais faire la petite tournée, dans le fond, de l'outil de saisie Agno Plus. Je voulais vous montrer de prime abord l'outil, comme vous pourrez le voir sur un cellulaire, dans le fond, parce qu'il peut être... il fait partie, dans le fond, il est accessible en ligne, mais vous pouvez créer un petit raccourci, non pas télécharger une application là, comme telle, mais bien créer un petit raccourci. Puis sur votre cellulaire, dans le fond, quand vous ouvrez l'Agno Plus, c'est ce format-là, dans le fond, que vous allez pouvoir voir. Pour l'occasion, moi, je vais vous le présenter plutôt en mode ordinateur parce que c'est plus pratique, les images sont plus grandes, vous allez mieux voir. Donc, la page d'accueil, comme vous le voyez, on se divise en 3 principaux boutons. On a les signes cliniques et les traitements. On a ensuite mes agneaux, dans le fond, qui est l'inventaire de nos agneaux, les rapports de données, puis on a aussi l'export de données. Dans le menu déroulant, on a également d'autres suppléments, dont l'ajout de facteurs de risque, puis les récapitulatifs des facteurs de risque. Donc, je vais commencer par le plus intéressant, je dirais, qui sont l'entrée des signes cliniques et des traitements. Donc, pour un agneau en bergerie, dans le fond, ce qui est le plus important avant tout, c'est d'enregistrer son agneau. Donc, pour l'enregistrer, vous avez comme différentes façons de faire. La première, c'est l'inscription manuelle, tout simplement en rentrant son numéro dans la case ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi l'option de travailler avec les bâtons de lecture RFID, comme ceux que vous connaissez sûrement là, de type Allflex ou TrueTest, pardon. Donc, avec les outils, ceux qui en ont, vous devez télécharger sur votre cellulaire l'application qu'on appelle Serial Magic Key, puis sont disponibles sur App Store et Google Play. Puis, une fois que vous avez cette application, bien, vous pouvez scanner directement, dans le fond, le tag de votre agneau avec votre bâton électronique. Puis, lorsque votre curseur est directement dans la case d'entrée d'ATQ, bien, la lecture se fait avec le bâton, puis elle est transférée directement dans l'agneau plus. Donc, l'agneau est saisi de cette façon-là. Il y a moins de risque d'erreur, puis ça peut être quelque chose de facilitant pour l'éleveur. On a aussi la possibilité, peut-être un peu plus fastidieuse, qu'on avait à la base lorsqu'on a complété en fait, qu'on a produit l'outil qui est ici pour l'import de fichiers en CSV. Donc ça, en important les fichiers en fichier CSV, c'est que ça permet d'importer une certaine liste d'agneaux qui sont nés, par exemple, d'un dernier groupe contemporain, puis que vous voulez tout ajouter cette liste d'agneaux-là. Par contre, il est bien évident que ce ne sera pas tous les agneaux qui vont être pour être malades ou encore qui vont mourir d'une maladie. Donc, on s'est comme rendu compte que c'était peut-être les producteurs qui ont fait l'essai en fait de l'outil ont réalisé que c'était peut-être pas très efficace de fonctionner de cette façon-là. Donc, ils ont préféré y aller directement en passant par le mode dans le signe clinique et les traitements. Mais juste pour compléter, c'est l'entrée dans cette partie-là nous permet également de rentrer non seulement le numéro d'ATQ, mais plein d'autres informations de base sur l'agneau qui peut être intéressant. Donc, l'information sur les parents, l'âge de la brebis, la taille de la portée, le poids, naissance, etc. Donc, c'est toutes des informations avec lesquelles, du côté de Genovis, c'est déjà des informations qui sont saisies là, dans le programme Genovis. C'est pour ça qu'on a cru bon que ça pourrait être intéressant
décompiler également pour, par exemple, les producteurs qui ne travaillent ni avec Genovis ni avec Bergère. Donc, je vais retourner à mes signes cliniques. Donc, je vous ai présenté les 3 façons d'entrer les données. Donc, une fois je vais y aller en mode manuel cette fois-ci. Donc, je rentre un agneau. Vous avez la petite note là, comme quoi l'agneau est ajouté avec succès. Si l'agneau a déjà été rentré, vous allez avoir la note qui existe déjà. Bon, une fois votre agneau rentré, c'est le moment où vous pouvez entrer, dans le fond, ces signes cliniques. Ici, il faut que vous retournez chercher votre agneau spécifique que vous venez de créer. Comme ici, j'ai déjà une base de données. J'avais déjà rentré des agneaux. Donc là, je sélectionne. J'ai seulement qu'à rentrer les 1 ou 2 premiers chiffres, puis il me le propose déjà. Donc, pour l'agneau, à ce moment-là, j'identifie le statut de mon agneau. Est-ce qu'il est mort ou encore est-ce qu'il est malade? S'il est mort, bien, on a toutes les possibilités de rentrer comme en tant qu'avorton, mort-né, mort dans les 10 premiers jours, mort entre la 10e journée et le sevrage et mort après sevrage. Lorsqu'il est malade, c'est les mêmes strates d'âge, sauf évidemment mort-né et avorton. Donc, dans l'exemple que je vais prendre, ici, vous voyez, je peux prendre le malade après sevrage. Puis, une fois qu'on a cliqué sur le stade de morbidité, j'ai les différents signes cliniques qui se proposent. Puis, on les a divisés selon différents systèmes, soit le système métabolique et nutritionnel. Donc, vous avez une panoplie de possibilités de signes. Vous avez les signes au niveau respiratoire, au niveau urinaire, au niveau locomoteur, les signes du système nerveux, cutané, oculaire et divers signes. Donc, vous ne manquez pas, il ne manque pas d'idées. Vous avez aussi la possibilité d'en inscrire des nouveaux si on en a pu n'oublier. Donc, ce sont tous les signes cliniques qui sont possibles. Alors, je vais y aller juste pour l'exercice. Donc, ici, moi, je remarque, par exemple, mon agneau a de la toux, d'écoulement nasal, respiration accélérée. Respiration accélérée, je dirais que c'est pas mal mon cas en ce moment. Donc, alors ici, ensuite, on a la possibilité d'ajouter un traitement à ce même agneau-là. Donc, vous avez parlé avec votre vétérinaire, vous déterminez qu'il y a eu des traitements, il y a des traitements à ajouter pour cet agneau-là. Donc, vous avez la possibilité, par exemple, d'ajouter la date. Ensuite, le traitement qui sera choisi. Ici, les traitements, ce qui est intéressant, c'est que vous avez encore là une panoplie de traitements qui a été déterminée avec les vétérinaires avec lesquels on a travaillé, puis sont inscrits en ordre alphabétique. Donc, on peut inscrire, dans le fond, les traitements qui vous conviennent. Puis, par exemple, on a aussi, parce qu'il arrive des fois avec votre vétérinaire, je ne sais pas si c'est le cas pour certains, mais qu'ils travaillent plutôt en plan de traitement. Donc, vous avez aussi la possibilité d'y aller avec un plan de traitement qui inclut, par exemple, un plan dans lequel il y aura peut-être pour des pneumonies un antibiotique, mais aussi un anti-inflammatoire. Puis c'est toujours ce même plan de traitement-là qui est utilisé. Donc, à ce moment-là, vous pourriez comme sélectionner plan de traitement 1 qui était déterminé avec votre vétérinaire. Puis, ça vous évite de, par exemple, rentrer là, plus d'un médicament. Donc, c'est une autre option. Les motifs du traitement, on peut parler ici d'une pneumonie, si c'est le cas. Ensuite, la posologie. Puis ici, ce qui est intéressant, c'est que dans les commentaires, vous pouvez inscrire, dans le fond, par exemple, si votre traitement a été efficace ou non, ou toute autre remarque là, que vous avez observée. Donc, ici, une fois que c'est fait, on clique sur « Enregistrer ». Puis, normalement, on passe à un nouvel agneau si c'est le cas. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais pour le travail en mode hors ligne, ce n'est pas possible en bergerie avec l'outil actuel, à moins d'avoir déjà entré, dans le fond, enregistré votre agneau, par exemple, en ligne. Si votre agneau est ajouté en ligne, une fois à la bergerie, puis là, vous perdez un peu la connexion,
vous êtes quand même capable de travailler en mode hors ligne pour la partie signes cliniques et traitement. Puis à ce moment-là, vous devez cliquer, plutôt que d'enregistrer, vous devez cliquer sur « Ajouter un nouveau formulaire ». Puis là, chaque agneau vous rentrez comme étant malade, puis vous ajoutez ces signes cliniques, va se garder en banque. Puis une fois à la maison, vous n'avez seulement qu'à cliquer sur « Enregistrer ». Puis là, tout va s'enregistrer automatiquement. Donc, pour ce point-là, ça faisait le tour. Je reviens à l'accueil. Donc, le deuxième bouton, on parle de mes agneaux. Dans mes agneaux, dans le fond, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment la liste d'inventaire de tous vos agneaux qui ont été rentrés dans l'année, qui ont été malades ou pas. Puis, vous pouvez, ici, par exemple, vous pouvez faire une recherche d'un agneau spécifique pour aller voir plus précisément cet agneau-là. Donc, ici encore, j'ai tapé 3 petits chiffres et on me propose déjà l'agneau. Donc, je clique dessus. Puis, à ce moment-là, je peux voir vraiment les informations de base de cet agneau-là que j'ai rentré au préalable. Donc, le numéro ATQ du père, les informations de la taille de portée, par exemple, l'âge de la mère et tout ça. Donc, ça peut être intéressant d'avoir ces informations-là et de voir aussi pour cet animal-là, ben, c'est quoi que j'ai eu comme information. C'était quand, par exemple, le dernier traitement, c'est quand il était malade. Donc, je fais un suivi vraiment précis, spécifiquement pour un agneau X au besoin. Donc, ici, j'ai un petit raccourci pour revenir aux signes cliniques et traitements si je le désire. Donc, ça fait le tour aussi pour mes agneaux. Ensuite, je vais vous montrer dans les autres portions, on a les facteurs, l'ajout de facteurs de risque. C'est bien beau de rentrer des traitements, des signes cliniques, mais c'est aussi intéressant de voir à travers tout ça, c'est quoi qui se passe à la ferme, pourquoi j'ai autant, par exemple, de mortalité, pourquoi j'ai autant de maladies. Donc, on peut, à ce moment-là, travailler avec son conseiller, avec son vétérinaire pour essayer de voir les facteurs de risque les plus probants qui font en sorte que j'en arrive à ces taux de mortalité-là. Donc, on a rajouté un petit plus, dans le fond, c'est à l'outil, c'est de rentrer, par exemple, par rapport à vos groupes, le groupe 8, on a défini, dans le fond, les facteurs de risque, on les a divisés en différents thèmes, dont celui de la période entourant l'agnelage, la condition générale liée aux brebis, comme par exemple, j'ai plusieurs brebis qui sont maigres, ou encore les conditions liées au nouveau-né. Par exemple, les poids moyens à la naissance sont faibles pour ce groupe-là, ou encore les conditions d'ambiance, j'ai une mauvaise ventilation, l'humidité est élevée, ou encore des conditions qui sont plus liées à l'engraissement. Fait que je peux, pour un groupe, si je réalise que ce groupe-là, bon, ben, on était en période froide, puis c'était pas l'idéal, la ventilation était mauvaise, l'humidité était élevée, je le prends en note, je peux ajouter d'autres facteurs, j'enregistre, puis à la fin d'une année ou de 2 années, bien, je peux faire la rétrospection de tout ça, puis je peux aller voir, dans le fond, mon tableau qui présente un peu le topo de tous mes groupes que j'ai rentrés avec les dates, et puis c'est quoi les principales causes les principaux facteurs de risque, pardon, que j'ai prélevés. Fait que ça peut être intéressant pour le suivi plus près, comme si je vois que, bon, plusieurs fois, les brebis maigres revient. Ensuite, je peux voir, là, c'est ça, en cours d'année, c'est quoi les conditions les plus fréquentes, mauvaise ventilation, humidité qui reviennent plus souvent. Donc, c'est un petit plus à l'outil qu'on a ajouté. C'est un outil beaucoup je dirais, un complément, par exemple, avec Genovis ou encore avec Bergère qui vous permet d'aller pousser encore plus loin, d'aller prendre des données encore plus pointues sur vos agneaux malades ou morts. Ensuite, je vais vous présenter, dans le fond, les rapports de données. Ici, on avait fait le tour, dans le fond, l'ajout, l'import d'agneaux, les signes cliniques.
nos 3 boutons, dans le fond, se retrouvent également ici. Puis, on a parlé des facteurs de risque ici. Donc, je serais rendue au rapport de données. Les rapports de données, dans le fond, j'ai une question. Je pense que je vais y aller avec, je vais y aller tout de suite avec la question. Donc, c'est Francis. Je t'écoute, Francis. On ne t'entend pas. Je ne sais pas si ton micro est fermé. Non, on n'entend vraiment pas bien. Peut-être, Francis, nous écrire dans le chat ta question. On ne te voit pas et on ne t'entend pas, désolé. Donc, je vais continuer en attendant. Donc, les rapports, on a 6 petits rapports qui sont générés via l'outil Agno Plus. Le premier, dans le fond, c'est les causes de morbidité, soit les malades. Puis, je vais juste fermer un instant. Oh, pardon. J'ai juste fermé le son. Donc, ici, on peut répartir, dans le fond, les différentes causes de morbidité les plus fréquentes. Donc, on peut en retrouver jusqu'à 20. Puis, c'est celles qui reviennent le plus souvent. Ici, on voit que, par exemple, les principales causes de mortalité sont les agneaux qui étaient faibles et mous, qui ont eu des diarrhées. On voit aussi qu'il y a un problème quand même important au niveau des respiration accélérée, écoulement nasal. On peut peut-être penser à des pneumonies ou autres, mais on voit vitement c'est quoi les principaux signes cliniques qui ressortent le plus souvent pour les agneaux qui ont été identifiés. Ensuite, ça, peut-être, je veux juste vous préciser que vous pouvez même sélectionner, dans le fond, la période de l'année à laquelle vous voulez sélectionner vos agneaux. Donc, je peux décider que c'était d'une telle date à une telle date. Je fais valider, puis il va me sortir juste une période sur cette période de temps-là. Sinon, par défaut, dans le fond, l'outil va sortir du 1er janvier 2021 à aujourd'hui. Donc, vous avez les 2 options. Le deuxième tableau, on a les causes de morbidité les plus fréquentes selon nos différents systèmes. Donc, le système métabolique et nutritionnel, système respiratoire, là, on voit que c'est les 2 principaux systèmes qui ressortent. Ensuite, on a un graphique qui présente le nombre de malades selon les différentes strates d'âge. Donc, les 10 premiers jours, ici, en sélectionnant le bâton, dans le fond, on peut voir exactement le nombre de malades. Ensuite, entre le jour 10 et le sevrage et après le sevrage. Donc, ça donne un aperçu rapide des malades à ce niveau-là. Ensuite, les différentes causes de mortalité les plus fréquentes qui reviennent au niveau des avortons, par exemple, des morts-nés, des morts dans les 10 premiers jours, etc. Donc, ensuite, un petit tableau en forme de tarte là, qui fait ressortir les facteurs de risque les plus fréquemment observés. Donc, on voit rapidement, là, comme vous voyez ici, période entourant l'agnelage, on avait 21 saisies. Ensuite, les conditions générales liées aux brebis. Donc, on peut dire ici, là, les conditions d'ambiance, ce sont les principaux facteurs de risque qui seraient à travailler sur l'entreprise. Ensuite, les 5 systèmes les plus souvent atteints. Encore une fois, ici, au niveau des systèmes, là, on pense au système métabolique et nutritionnel, qui semble être un facteur important qui est le plus touché. Ensuite, le système respiratoire et le système locomoteur là, dans le cas des exemples présentés. Donc, ça fait le tour pour les rapports. Il y a aussi, dans le fond, en fonction des informations, de la saisie qui sera prise par les producteurs puis de l'intérêt, il y a certains rapports qui pourront être produits en plus de ceux qui existent déjà, qui sont produits là, par défaut par l'outil, puis qui vont être possibles d'être produits pour tous, puis des rapports aussi comme plus spécifiques aussi aux producteurs qui sont membres du programme Genovis. Mais pour ça, évidemment, il faut pouvoir rentrer des données et pouvoir être capable d'en avoir plusieurs sur quelques années au moins. Je vous présente, par exemple,
un des graphiques. Excusez-moi, je torse l'image parce que je me vois au lieu de voir le tableau. Donc, le petit graphique ici, c'est possible de sortir ce genre de graphique-là avec le logiciel R qui est comme il permet de faire des analyses statistiques puis de sortir de produire des graphiques du genre. Ça permet de faire du benchmarking, par exemple, puis de voir comment se situe là, justement pour un troupeau la mortalité entre la naissance et le sevrage par rapport à un groupe moyen pour ces différents groupes contemporains, par exemple. Selon la strate d'âge, il est capable de voir où il se situe par rapport aux 25% supérieurs au niveau de la mortalité ou encore aux 25% inférieurs. Donc, ça peut être des rapports éventuellement qui pourront être produits, qu'on va pousser encore plus loin. Puis, le producteur est en mesure quand le producteur est en mesure de nous fournir ces informations. Donc, je retourne à mon tableau. Donc, toujours dans la page d'accueil, on a l'export de données. L'export de données, tout simplement, ça permet d'exporter toujours en sélectionnant une plage de temps que vous souhaitez. Sinon, la sélection va se faire par défaut avec les dates d'inscrits ici. Vous pouvez exporter votre liste d'agneaux que vous avez saisis ou encore, vous pouvez exporter, par exemple, les signes cliniques et les traitements pour justement pouvoir produire vous-même ou le faire produire les tableaux et les graphiques que vous voudriez avoir plus précisément, plus personnalisés encore. Donc, c'est possible d'exporter, dans le fond, cette liste-là qui va être exportée en fichier CSV, mais transférable facilement en Excel, puis pouvant être travaillé par la suite. Puis, enfin, il y a le petit guide d'utilisation. Si jamais vous avez besoin, vous avez des questions, des fois, juste le petit guide, là, il est très explicite, donc il vous permet de justement pouvoir naviguer facilement dans l'outil puis d'être en mesure de l'utiliser agréablement. Là. Sinon, ça ferait le tour de l'outil. Donc, je vous invite, pour ceux qui ont de l'intérêt à l'essayer, à l'utiliser à la ferme, de contacter directement la société ou si jamais vous avez des questions par rapport à l'outil, je vais déjà répondre à celles que j'ai dans le chat. Donc, tu mentionnes que c'est une application complémentaire à Genovis et Bergère. Comment sont-ils connectés ensemble? En fait, ils ne sont pas connectés en tant que tel, mais c'est plus, dans le sens qu'elles sont complémentaires, c'est plus que ça apporte un outil de plus qui va pousser plus loin justement l'information, par exemple, au niveau des signes cliniques et des traitements. Puis, c'est possible, par exemple, comme je venais de le dire avec Genovis, de pouvoir pousser ces données-là qu'on a rentrées dans Agneau Plus, puis d'être capable de sortir avec le programme Genovis, avec le programme R, d'aller chercher des comparables, d'aller chercher des rapports plus personnalisés. Puis, au même titre avec Bergère, je sais que Bergère, dans le fond, on a créé le petit l'import de données. Les deux peuvent se parler, donc on peut comme importer la liste des agneaux qui vient de Bergère pour l'intégrer à Agneau Plus pour ne pas avoir besoin de rentrer tous les agneaux, même si des fois, c'est ça, comme je le disais, ce n'est pas toujours ce qui est le plus efficace là, que les producteurs avaient relevé. Là. Je ne sais pas si ça répond bien. Ensuite, j'avais ceux qui ont icône 2. Ah, OK, iPhone 2 de Bergère. Et est-ce qu'on peut installer sur cet appareil et scanner les numéros? En fait, on peut, dans le fond, on peut travailler avec les bâtons électroniques Alflex et TrueTest. Donc, mais il faut installer l'application Serial Magic Key. Je sais qu'elle est disponible sur App Store puis Google Play. Donc, j'imagine que sur un iPhone, vous allez l'avoir sur App Store, l'application, si ça répond bien. Version Android, iPhone possible. Oui, moi, j'ai été sur... j'ai un Android puis ça fonctionne. Donc, il s'agit vraiment d'aller la télécharger.
Sinon, vous pouvez le googler, dans le fond, l'application, puis vous allez la récupérer. Mais là, on parle bien de l'application Serial Magic Key. Ça, c'est une application qui permet d'utiliser à la fois le bâton électronique et l'outil de Agno Plus. Mais l'outil Agno Plus, vous n'avez pas besoin d'aller télécharger nulle part. C'est un raccourci, dans le fond. C'est un lien Internet comme un www. En fait, vous l'avez, l'adresse www.agnoplus.cepa.com, puis sur votre cellulaire, puis vous pouvez vous installer un petit raccourci pour y accéder. Mais avant, il faut que vous vous inscrivez auprès de la société pour qu'elle puisse vous rentrer, dans le fond, là, vous inscrire comme dans la section administrateur. Donc, connecter à Genovis ou encore ces données à mettre en double. Non, les données ne sont pas à mettre en double. Si vous les rentrez déjà, si vous les scannez, par exemple, avec votre bâton électronique, vous n'avez pas à les rentrer en double. En fait, vous devez seulement scanner votre animal, puis vous pouvez même pousser l'information que la saisie de données peut être, elle, poussée à Genovis pour que les données soient complétées là, dans Genovis. Là. Mais pour l'instant, Genovis ne compile pas ces données-là, là, par contre. C'est pour ça que j'appelle ça un complément. Est-ce que les données saisies avec Agno Plus peuvent être exportées vers les fiches d'agneaux de bergère? L'import se fait pour le moment, mais l'export, ça n'a pas, je ne sais pas, Cathy, à moins que tu me corrigeras, mais il me semble que ça n'a pas été demandé là, parce que pour envoyer l'information vers Bergère, je veux dire, il faudrait que lui soit en mesure de pouvoir comme faire des rapports, puis là, ça impliquerait de la programmation là, de plus. Mais à l'inverse, nous, on peut, par exemple, aller chercher la liste d'agneaux dans Bergère puis l'importer dans Agno Plus pour pas que le producteur ait à rentrer manuellement tous ces agneaux. Mais comme je disais tout à l'heure, les producteurs aiment mieux fonctionner. Les producteurs qui ont participé au projet aimaient mieux rentrer des agneaux simplement lorsqu'ils étaient malades ou encore lorsqu'ils étaient morts et non pas rentrer tout un inventaire d'agneaux puis attendre qu'il arrive quoi que ce soit pour compiler les données. Est-ce qu'il y a un coût pour pouvoir utiliser Agno Plus? Non, c'est un outil qui va être offert gratuitement à tous les producteurs. Donc, je ne sais pas si j'ai oublié les questions. Sinon, vous pouvez ouvrir vos micros pour me dire peut-être si j'ai bien répondu. Là. Je ne sais pas si j'avais bien compris vos questions. Donc, sinon, est-ce qu'il y en a qui voudraient ouvrir leur micro pour poser quelques questions? J'en prendrai peut-être une ou deux de plus. Je laisserai la place à ma collègue, la docteure Annie, après pour... Juste complémenter, Marc-Josée, pour le C1-2, c'est le nouvel appareil de saisie là, qui est en marché présentement. Je n'ai pas la réponse à savoir si on peut installer Agno Plus en plus de bergère là, sur cet outil-là, mais je vais m'en informer. Là, ceux qui ont cet outil-là pourront me recontacter. Je vais comme aller à l'information pour ça. Puis Okay. Pour installer, dans le fond, l'outil de saisie, on a fait des tests avec Android, iPhone, puis ça a marché pour beaucoup de téléphones. Là, fait que il y a quand même une procédure aussi qu'on a mise sur papier là, pour vous aider. Puis on est là aussi pour vous aider à l'installer sur votre écran d'accueil. Fait qu'il n'y a pas de souci pour ça. Puis quand on parlait de données là, à mettre en double sur Genovis, dans le fond, c'est que ceux qui ne voudraient pas l'utiliser avec le bâton, puis qu'ils arrivent face à un agneau malade dans leur bergerie le matin, peuvent juste écrire l'APQ. La seule information qui est obligatoire, c'est le numéro APQ. Puis après ça, on peut l'envoyer vers Genovis qui va faire tout le maillage d'informations, tout ce qui est déjà saisi comme données Genovis là. Fait après ça, dans le fond, ça pourra servir là, à prendre des données complètes. Là. Fait en saisie, vous pouvez prendre juste l'ATQ, puis après ça, on fait des analyses avec les données complètes. Je m'excuse, est-ce qu'on m'entend?
Oui. Oui. Oui, vous dites que ça prend absolument le numéro ATQ, mais si on a un mort-né, on n'a pas de numéro ATQ à lui donner. Tu peux mettre un numéro maison. OK, donc il accepte aussi les numéros maison. Oui. OK. J'aurais une autre question au niveau de la confidentialité. En passant, c'est Justin Audet de la ferme Le Biscornu. Au niveau de la confidentialité des données, c'est-à-dire que là, nous, on va mettre ça, on y a accès, mais j'imagine que vous allez vous permettre d'utiliser les données pour de la recherche aussi, ou c'est complètement fermé? C'est vraiment privé, là. OK. Dans le fond, nous, quand on vous inscrit dans la base de données, vous êtes le seul à pouvoir accéder à vos données. Il va falloir même l'autorisation pour nous dire, par exemple, moi, je veux que vous transmettiez, vous exportez mes données vers le programme Genovis, par exemple, pour avoir des rapports plus personnalisés, bien, ça va demander l'autorisation. Puis même chose pour le benchmarking, l'exemple de rapport qu'on voyait tout à l'heure, il va falloir que le producteur nous donne son autorisation. Sinon, c'est vraiment, vous êtes le seul à pouvoir voir vos données, votre information, puis évidemment l'administrateur, mais on ne les utilise en aucun cas là, pour d'autres à moins d'autorisation. Oui, oui, merci. Il y a une autre question qui est rentrée. OK, si je comprends bien, en utilisant Bergère, je devrais entrer les malades et traitements en double dans Agneau Plus et dans Bergère. Ben, pas nécessairement. Ben, je ne sais pas, vous les entrez déjà, dans le fond, vous entrez déjà des traitements dans Bergère? Parce que dans le fond, Agneau Plus, dans le fond, c'est surtout d'entrer les signes cliniques, d'entrer une multitude de signes cliniques, puis évidemment, on a la possibilité d'entrer certains traitements avec la liste de traitements, mais les deux, normalement, peuvent se parler, là. Donc, je n'ai pas d'autres questions. Je passerai peut-être la parole à Dr. Annie, puisqu'on a dépassé déjà d'un petit 10 minutes, puis je voudrais lui laisser la chance de faire sa présentation. Mais sinon, certains, s'ils ont d'autres questionnements, d'autres interrogations, gênez-vous pas de contacter Cathy à la société. Puis c'est ça, vous allez avoir toutes les informations là, pour faire les tests, puis voir justement autant ceux qui sont déjà avec Bergère, ou avec Genovis, l'idée est vraiment pas de travailler exactement en double. Donc, je vais laisser la parole à ma collègue du CEPOC, la docteure Annie Daigneault. Annie, donc, tu peux normalement partager, si tu veux, ton écran. Alors, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. Parfait. Donc, voici, je vais vous présenter ce que j'ai préparé pour expliquer, faire un topo général là, sur la gestion de la mortalité néonatale des agneaux en lien avec le lancement de cet outil de saisie de données, là, Agneau Plus. Donc, comme on vous l'a présenté plus tôt, c'était un partenariat canadien pour l'agriculture entre les deux gouvernements, le palier gouvernemental provincial et fédéral. Donc, le développement d'une application simple pour soutenir les éleveurs dans une prise de données efficace. Donc, le but de ça, c'était d'aider les éleveurs à relever le défi qu'est la santé des agneaux et réduire la mortalité et la morbidité là, en jeune âge. Parce que la mortalité néonatale en élevage ovin, ça fait partie des problématiques importantes, principalement à cause des méthodes d'élevage qui sont souvent en litière accumulée, aussi en gros groupes, en bande. Et puis, parfois, les conditions d'ambiance ne sont pas parfaites. Puis, le fait d'être en litière accumulée et en groupe d'animaux mélangés, ça fait qu'on obtient souvent des moyennes de mortalité autour de 15 à 20 %. C'est vraiment beaucoup, mais il y a quand même des fermes qui obtiennent jusqu'à 30 % de mortalité chez les agneaux. Donc, c'est vraiment trop et ça a des répercussions majeures là, au niveau de la rentabilité de ces entreprises.
Donc, on va voir rapidement les facteurs de risque dans les prochaines diapositives. Entre autres, ici, j'ai ressorti des... Oui? Je m'excuse, je t'arrête, mais je ne sais pas si c'est juste moi, mais on ne voit pas ta présentation. Je ne sais pas si tu as fait le partage. Ah, bon, je vais le refaire. Là, est-ce que vous le voyez? C'est comme, on dirait qu'il est comme en attente. OK, oui, ça vient d'embarquer. Parfait. Merci. Je vais revenir à celle d'avant s'il y avait... C'est les diapositives qui vous manquaient là, juste du début. Alors, ce que je voulais vous expliquer, c'est que j'ai ressorti des vieux tableaux, mais qui montrent que dans le temps, ça n'a pas vraiment beaucoup changé, là, qui montrent les facteurs de risque de la mortalité néonatale. Ici, on voit que les plus gros troupeaux, ils ont plus de mortalité dans les 10 premiers jours de vie. Et comme ici, des troupeaux avec plus de 600 brebis, avec un taux de mortalité dans les premiers 10 jours de 18%. Ça vient rechercher aussi le fait que les agneaux plus légers sont aussi plus à risque de mourir dans le premier mois de vie. Donc, si on regarde par rapport aux agneaux plus pesants à la naissance. Il y a également l'état de chair des brebis qui a un lien avec la mortalité des agneaux. Donc, les brebis faibles sont beaucoup plus à risque de voir leurs agneaux mourir là, dans les premiers 10 jours, même le premier mois de la vie des agneaux. Puis la taille de portée, donc des portées nombreuses, il y a plus de mortalité dans le premier mois. Et même lien avec la prolificité, là, on peut avoir une mortalité jusqu'à 53% dans les 30 premiers jours selon ces études-là. Et donc, ça vient rejoindre un peu un tableau qui a été présenté dans un document de l'IDEL en France là, sur les effets sur la rentabilité. Eux, ils ont calculé là, qu'en 48 heures, donc en comptant les avortons et les morts-nés et les mortalités dans les 2 premiers jours, on dépasse de 50% là, des mortalités, des chances de mortalité chez les agneaux. Donc, en 48 heures de vie, plus les jours avant, on joue sur la rentabilité des entreprises ovines. Donc, c'est vraiment important de travailler là-dessus. Et puis, ailleurs dans le monde, c'est des statistiques semblables à ici. Là, on n'est pas pire, on n'est pas meilleur. Et ici, en fait, c'est pour vous montrer des données qui viennent d'un article publié en 2014 dans le Vin Québec qui démontrait la prise de conscience des causes de mortalité. Et puis, après 10 jours, les mortalités étaient souvent causées par des problèmes qui avaient eu lieu avant. Donc, il faut vraiment voir que les premières heures de vie là, des agneaux sont vraiment importantes parce que même au sevrage, on a des répercussions de ces problématiques-là et ça amène des pertes. Donc, pour augmenter la rentabilité des entreprises ovines, ce qui est souhaité, c'est d'augmenter le rythme d'agnelage, puis d'augmenter la prolificité aussi. C'est ce qui a été beaucoup travaillé dans les dernières années. Mais en améliorant ces 2 facteurs-là, on va aussi augmenter le risque d'augmenter la mortalité néonatale. Donc, c'est dans ce but-là que Agneau Plus a été développé. Et puis, évidemment, il n'y a pas juste la prise de données qui sont importantes, il y a beaucoup d'autres facteurs. Donc, je vais revenir sur les 13 commandements du NESSEUR qui avaient été créés par mon collègue Dr. Rioux ici au CEPOC, mais aussi le fait de prendre les données, ça nous permettrait aussi de pouvoir étendre de façon plus large les interprétations puis d'apporter un œil différent pour pouvoir faire des plans d'action pour améliorer ces états-là dans les troupeaux. Donc, ça ici, c'est les fiches qui sont disponibles sur le site web du CEPOC là, qui résument les 13 commandements du NESSEUR. Je vais revenir plus en détail dans les diapositives à venir. Donc, le premier commandement, c'est le tarissement.
Donc, bien évidemment, pas besoin de jaser longtemps avec les éleveurs pour voir qu'il y a autant de méthodes que d'éleveurs et de vétérinaires aussi. Donc, le défi du tarissement, c'est de tarir des brebis qui sont en pleine lactation parce que ce qu'on souhaite la plupart du temps, c'est d'avoir 3 agnelages en 2 ans et de conserver un pis sain malgré tout. Et on vise une lactation souvent de 45 à 60 jours, puis on peut souhaiter des accouplements autour de 80-90 jours postpartum. Donc, ça met quand même beaucoup de pression au niveau de la santé mammaire. Donc, ici, j'ai présenté un tableau qui est repris régulièrement, là, qui a été publié par l'OMAFRA, qui résume un genre de protocole de tarissement qui peut être suivi ou adapté. Donc, 1 à 2 semaines avant la date prévue, il est recommandé d'enlever la moulée et les grains. 9 jours avant, d'arrêter complètement les concentrés et que du foin fibreux à nourrir aux brebis. 1 semaine avant, ne fournir que du foin de qualité moyenne et s'assurer que les agneaux consomment bien à la dérobée, qui ont compris comment ça fonctionne, et ajouter de la litière. Puis le point de la litière va revenir vraiment souvent, mais c'est important au moment du tarissement, mais également aux naissances, pour vraiment réduire la charge microbienne. Donc, au moment du tarissement, la litière, c'est important parce qu'il peut y avoir des pertes de lait et les sphincters être plus ouverts au niveau des trayons. Donc, s'il y a un contact avec des matières fécales, de la poussière, ça risque de faire des microbes qui vont entrer là, dans le canal du trayon et ensuite causer des mammites. 4 à 2 jours avant, on va fournir du foin fibreux ou de la paille, puis parfois rationner la quantité d'eau. Et au moment du sevrage des agneaux, certains vont couper l'eau. Puis, évidemment, il faut surveiller les mamelles à tous les jours et les vidanger en petite quantité là, pour soulager la brebis. Ensuite de ça, 3 jours plus tard, remettre les agneaux à la mamelle. Parfois oui, parfois non. 4 jours après, on peut recommencer à mettre du foin de qualité moyenne et traiter aux antibiotiques au besoin selon les recommandations. Et avec des antibiotiques intramammaires comme il se fait dans l'élevage bovin laitier. Puis 2 semaines après, réintroduire l'alimentation de préparation au saillie. Donc, c'est un calendrier qui est pas unique, qui peut être adapté, mais il faut vraiment faire attention. Le tarissement, c'est un moment propice à l'introduction de pathogènes dans le pis. Donc, si jamais vous utilisez des antibiotiques intramammaires, il faut vraiment faire attention au moment de l'introduction de la canule, bien nettoyer les trayons avec de l'alcool et insérer la canule le moins profondément possible pour moins risquer de rentrer des agents pathogènes. Et puis, conserver un environnement le plus sec possible, c'est vraiment important. Donc, vérifier les pis continuellement, vraiment, puis avec une palpation manuelle, c'est l'idéal. On peut faire aussi un test de CMT ou une bactériologie. C'est peu utilisé en élevage ovin, mais on aurait probablement beaucoup d'intérêt à augmenter son utilisation pour, même si on n'est pas en élevage laitier, pour connaître vraiment c'est quoi la bactérie qui est dans le pis si on voit qu'il y a de la mamite et pouvoir orienter un traitement spécifique à ça. Donc, si les agneaux sont pas retournés vider les mamelles, on peut faire une vidange manuelle, seulement s'il y a de la congestion, parce que sinon, on va entretenir la production lactée. Le bain de trayon, oui, c'est recommandé. On devrait le faire comme en élevage laitier, idéalement avec une bouteille anti-retour de trempage plutôt que vaporisateur. Le vaporisateur est bon aussi, mais il faut vraiment être plus attentif pour appliquer le bain de trayon à l'extrémité du trayon et non pas partout. Puis les brebis, comme elles sont basses, puis on n'est pas en quai de traite, ça peut être un petit peu plus difficile. Parfois, il faut utiliser des antibiotiques systémiques. Ça va dépendre un peu de l'examen et du plan de traitement qui a été remis par votre vétérinaire. Donc, les identifier le plus rapidement possible, ça va vraiment aider à sauver les quartiers mammaires, mais sauver les brebis aussi. Pendant cette période-là, il faut éviter l'amaigrissement excessif. Donc, même si on vient de les tarir, puis qu'elles sont dans une période non productive, il faut quand même porter un œil attentif aux brebis. Et par la suite, on va pouvoir les remettre à l'accouplement.
Maintenant, deuxième commandement, la sélection des béliers. Donc, faire un examen reproducteur là, sommaire des mâles, c'est quand même important. J'ai mis un lien ici pour aller voir une petite capsule là, qui explique comment bien le faire. Parfois, il peut être recommandé de faire un examen de fertilité auprès des spécialistes en reproduction. On peut faire aussi des tests pour dépister des maladies à risque de causer des avortements, surtout s'il y a eu une historique récemment dans le troupeau. Pour ça, il y a une PISAC, une campagne PISAC du MAPAC qui est disponible, qui permet de faire du dépistage. Donc, je vous suggère d'en parler à votre vétérinaire. Il faut aussi vérifier l'état de chair des béliers. Donc, il faut qu'ils rentrent dans leur saison de reproduction en bon état de chair, sinon ils vont trop s'affaiblir. Ensuite de ça, les remettre en condition avec des injections de vitamine sélénium. Parfois, eux, on les oublie dans la régie. Il faut penser à leur faire des rappels. Ça peut être des injections de multivitamines aussi et le flushing alimentaire. Ne pas oublier de bien les intégrer dans les calendriers de photopériode lorsque c'est utilisé pour une bonne alternance jour long, jour court. Et puis, choisir des bons croisements pour éviter des disproportions fœtopelviennes parce que c'est sûr que s'il y a un moment au niveau, une dystocie associée à la taille des agneaux versus le bassin des mères, c'est sûr que là, on va augmenter nos statistiques de mortalité néonatale, mais aussi de morbidité parce que ça va faire des agneaux plus faibles et des brebis souvent plus affectées par l'agnelage puis qui vont engendrer des moins bonnes productions de lait. Donc, plus les béliers sont prêts, plus les agroupements risquent d'être bien regroupés, puis les agnelages aussi, il va y avoir une meilleure présence de l'éleveur dans la bergerie au moment des agnelages et on risque d'être gagnant à ce moment-là. La sélection des brebis pour les accouplements aussi, c'est un commandement important. Donc, c'est un important facteur de succès. Le principal point, on y revient encore, c'est le pis. Donc, on veut avoir des brebis qui ont un tarissement qui s'est bien déroulé. Il faut vérifier les trayons et les citernes. Il ne faut pas négliger ça. Des vieilles blessures, des fibroses, un pis dur, ça peut amener des problèmes de production laitière et ensuite, ça va amener des problèmes aux agneaux par la suite. Donc, bien palper la mamelle pour voir s'il y a des masses ou des zones indurées, abcès ou autres. Et puis, il est recommandé, tant que possible, de réformer tous les cas douteux. Et puis, aucun compromis devrait être fait pour ce qui est du pis. Donc, vérifier la capacité laitière, surtout en regardant les registres puis la taille des agneaux qui ont été faites auparavant. S'il y a des lésions au niveau du pis, ça va engendrer une surcharge de travail pour les éleveurs, puis des coûts à l'agnelage. Et donc, par la suite, il va manquer de colostrum ou le colostrum pourrait être de moins bonne qualité. Ça peut nécessiter l'usage de biberons. Il pourrait y avoir plus de mammites. Puis, les agneaux auraient une moins bonne croissance, plus de cas de diarrhée, pneumonie, donc de la mortalité en général. Donc, vraiment mettre l'accent sur la santé du pis des brebis. Aussi, il faut viser une cote de chair minimum de 2,5. Toute brebis plus maigre devait être mise en condition avant d'être mise à la reproduction. Aussi, détecter le plus rapidement possible les conditions chroniques comme le médivicinal, la paratuberculose, la lymphadénite caséeuse, les tumeurs nasales, l'adénomatose, pour éviter de maintenir la maladie et d'avoir aussi des brebis en moins bonnes conditions au moment de l'agnelage. En général, des brebis en santé, donc pas des cas de pneumonie chronique, des cas de parasitisme, des brebis maigres, des dents mal positionnées. Puis, choisir des bons croisements. Évidemment, avoir un programme alimentaire bien balancé là, avec votre nutritionniste. Pour le quatrième commandement, ça se déroule au moment des accouplements. Donc, il est recommandé de faire le flushing, donc une augmentation des concentrés juste avant. Aussi, c'est une bonne chose de bien comprendre la reproduction des moutons. Donc, j'ai mis aussi un lien là, pour une bonne lecture, pour comprendre la régie de la reproduction ovine. Puis, après ça, ça permet aux éleveurs, une fois d'avoir tout bien saisi ça, de pouvoir l'appliquer là, à la régie de votre élevage.
Ce qu'on vise, c'est des agnelages regroupés. Donc, ça peut être via l'utilisation de la photopériode artificielle. Donc, je vous ai mis un lien également. Puis, l'utilisation d'un tablier pour bélier ou de bélier vasectomisé pour favoriser l'effet bélier. Ça aussi, je vous ai mis le lien pour faciliter la recherche afin d'aller voir une petite capsule là-dessus. Et ce qu'on veut viser, c'est un nombre ni trop gros ni trop petit là, de femelles par mâle, puis aussi un nombre d'accouplements qui fait du sens selon les bâtiments puis les ressources disponibles dans l'élevage réparties là, sur l'année. Donc, il faut suivre les accouplements, vérifier si les béliers travaillent. Donc, le harnais marqueur, ça peut être un bon outil. Et puis, aussi, il faut suivre le ratio brebis-bélier. C'est surtout très important en contre-saison. Alors, ici, ce qui est recommandé, c'est un mâle pour 25 à 30 brebis en accouplement naturel, en contre-saison sexuelle. S'il y a l'usage de CIDR, d'hormones, un mâle pour 5 à 8 brebis. Avec l'usage de l'effet bélier, un bélier pour 20-25. Et si on est en photopériode artificielle, la même chose. Maintenant, le cinquième commandement, c'est la prévention des avortements. Les avortements, ils surviennent à différents moments de la gestation, particulièrement là, chez les brebis et les agnelles, selon la cause. Donc, chaque microbe peut affecter différents moments de la période de gestation. Donc, le diagnostic est parfois difficile à faire. Les lésions ne sont pas tout le temps super évidentes pour être sûr du diagnostic. Donc, le laboratoire, c'est vraiment un outil très, très précieux. Toutefois, le placenta est vraiment primordial pour améliorer le résultat final là, puis la certitude qu'on aura envers un diagnostic. Justement, j'en ai parlé plus tôt, il y a aussi la campagne PISAC avortement qui a été lancée dans les dernières années par le MAPAC, qui a révélé entre octobre 2017 et février 2022 ces trois principales causes d'avortement chez la brebis, soit la chlamydophilose, la toxoplasmose et la fièvre Q, lesquelles sont toutes des zoonoses. Et on va revenir vraiment souvent là-dessus, car ce qui se passe autour des agnelages, c'est presque toutes des zoonoses, donc c'est important de se protéger soi-même et de protéger les employés et les visiteurs à la ferme. Donc, le programme PISAC pour la campagne 1, qui est une visite zoosanitaire et programme de surveillance pour les élevages de petits ruminants. Je vous en parle parce que je trouve que c'est une belle opportunité d'avoir une visite du vétérinaire qui va pouvoir vous transmettre beaucoup d'informations et ça vous donne accès à des examens de laboratoire. Puis tout ça est gratuit en autant que vous remplissiez les critères qui sont d'avoir un minimum de 10 adultes et de posséder un NIM et que les brebis soient enregistrées là, avec le NIM. Donc, la visite 1, qui est d'environ 2 heures, ça permet d'évaluer les pratiques en lien avec les avortements et les agnelages. La visite 2, donc dans le fond, la visite 1, c'est un peu comme un questionnaire puis une formation là, sur les différentes causes d'avortement, la manière de les reconnaître, puis les traitements, établir un peu un plan général. Mais la visite 2, ça permet de faire le prélèvement d'échantillons au moment où il arrive un avortement. Donc, je recommande de faire la visite 1 un peu n'importe quand avant la saison plus typique d'agnelage prévu. Et comme ça vous permet d'avoir rapidement accès à la visite 2. Et pour pouvoir bénéficier du laboratoire gratuit, il faut soumettre un placenta. Donc, parce que ça va vraiment améliorer le diagnostic. Donc, on peut le faire à partir du moment où il y a eu 2 avortements dans une cohorte d'agnelage. Donc, la visite 2 et la visite 3 peuvent être répétables une fois par année, donc du 1er avril au 31 mars. Puis la visite 3, ça permet de faire un suivi des recommandations suite à la visite 2. Donc, elle aussi, c'est une fois par année. Donc, la visite 1 est faite une fois, puis ensuite de ça, on a accès aux visites 2 et 3 annuellement.
Donc, ici encore, là, les statistiques de causes d'avortement. Alors, principalement des zoonoses. Donc, jusqu'avec ça, la campagne intégrée de santé animale du Québec, ça a permis à la fin 2019 de savoir que 76 des éleveurs qui avaient participé à la visite 1 n'avaient pas, au cours des 5 dernières années, utilisé le laboratoire. 61 n'avaient pas fait venir un vétérinaire à la ferme non plus. Donc, la campagne FISAC, ça permet d'améliorer l'accessibilité là, à ces services-là, puis d'en voir la pertinence assez rapidement. Donc, le 6e commandement du NESAR, maintenant, on va parler des échographies. Donc, faire un examen échographique pour le diagnostic de gestation sur la brebis, ça va permettre de regrouper les brebis selon leur stade de gestation et aussi d'ajuster l'alimentation selon le stade et de détecter des avortements, réformer ou remettre en reproduction les non-gestantes. Dans le fond, ce qu'on cherche, ce n'est pas des brebis gestantes, on cherche des brebis non gestantes. On veut qu'il y en ait le moins possible, évidemment, mais c'est le fait d'avoir trouvé une non gestante qui est vraiment rentable parce qu'on prend une décision pour elle. On peut aussi faire un dénombrement à la demande des éleveurs. Ça demande plus de temps, plus de pratique, plus de contention. Quelqu'un qui est habitué peut devenir vraiment très bon pour ça, mais si ça ne change rien dans la régie, si il n'y aura pas plus de gens qui vont aller à la bergerie la nuit, disons, sachant que la brebis va avoir 4 petits, bien, de le savoir ou pas d'avance, si ça ne change rien, peut-être que ce n'est pas le bon endroit pour faire un investissement. Juste de savoir qui est gestant, qui est non gestant, c'est déjà une information primordiale. Puis aussi, l'échographie, ça nous permet d'identifier des pathologies abdominales ou pelviennes. On peut facilement voir s'il y a des abcès, des cystites, même du sable urinaire ou des particularités au niveau de la vessie. Donc, ça, c'est intéressant. Aussi, selon une analyse de l'efficacité du travail dans les entreprises ovines du Québec qui avait été publiée en 2016, les échographies, c'était une des étapes de régie qui a, pour l'éleveur, le meilleur retour sur l'investissement. Donc, il en était ressorti que 38 plus de viande était produit, soit 19,1 kg par brebis. Donc, pour un troupeau de 350 brebis, à l'époque, ça faisait 6 685 kg de plus annuellement, donc 29 750 $. Qu'on voit quand même bien réparti ici là, sur le graphique. Le 7e et 8e commandement du NESAR sont l'alimentation optimale et les soins de fin de gestation qui sont très importants. Ils sont mis ensemble étant donné que ça se passe au même moment. Donc, pour l'alimentation, il faut bien respecter toutes les périodes de production, puis les éléments nécessaires au niveau alimentaire. Il faut aussi prévenir la toxémie de gestation, qui est un point vraiment primordial. Donc, s'assurer qu'on a un bilan énergétique positif. Prévenir aussi les hypocalcémies. Puis, ces deux problématiques-là métaboliques représentent la majorité des problèmes qu'on va voir en péripartum. Et puis aussi, les vaccins, selon la régie qui a été établie. Puis, au besoin, vitamine E, sélénium, après 3 mois de gestation, il est homologué d'en donner une dose là, aux mères. C'est le bon moment aussi pour faire la tonte, le parage des onglons, les vermifuges s'il y a eu pâturage. Puis la tonte principalement là, au niveau de l'arrière-train pour éviter d'avoir de la laine accumulée qui pourrait bloquer le passage facile là, aux agneaux. Et puis aussi, ça permet d'entretenir cette zone-là, de la conserver plus propre pour diminuer la contamination des agneaux au moment de la naissance. Donc, le but de cette période-là, c'est de faire des agneaux vigoureux et aussi de permettre aux brebis de produire le plus de colostrum possible. Maintenant, le 9e commandement, c'est le jour de l'agnolage. Maintenant, je vais vous parler des causes de perte. Donc, c'est soit le non-respect ou la négligence des 8 premiers commandements. Aussi, des problèmes au niveau de la surveillance des agnolages ou des interventions.
Le poids à la naissance des agneaux, ça va être vraiment critique si les agneaux sont trop légers, là, moins de 2,5 kg. À 2 kg, ça va être vraiment important de les surveiller beaucoup. Et puis, la principale cause de mortalité, c'est le manque de lait. Donc, il faut vérifier la mamelle tout de suite au moment de l'agnelage. Si les agneaux sont trop petits et que la régie du colostrum est inadéquate, c'est sûr que les chances de survie vont être minces. Donc, les facteurs de risque au moment de l'agnelage, il y a la température de la maternité et les conditions ambiantes. Il faut faire attention à l'hypothermie. Donc, les agneaux, ils naissent avec peu de réserves graisseuses. C'est la cause de 30 des mortalités parce qu'ils ont peu de réserves d'énergie et laquelle est fournie par le colostrum. Donc, il faut prévoir réchauffer les agneaux lorsqu'il y a des agnelages en hiver pour viser une température ambiante d'au moins 10 degrés Celsius. Un autre facteur de risque, c'est la santé générale et l'état de chair des brebis. Il y a aussi l'âge et la santé mammaire des brebis, on y revient encore, puis la taille de la portée. Ça, on a accès là-dessus, surtout avec les croisements et quand on connaît bien nos lignées, en fait. Et puis, la régie du colostrum qui va être très primordiale. Puis, le sexe des agneaux, ça, on a moins de jeu là-dessus. Donc, les actions à prendre au moment de l'agnelage, il faut surveiller les signes. Donc, la brebis va s'isoler, gratter le sol, peut bêler, aller se coucher dans un coin pour avoir ses contractions et il faut l'assister aux besoins. Au moment d'un agnelage avec assistance, il faut absolument porter des gants parce que j'en ai parlé plus tôt, il y a des zoonoses qui pourraient être transmises par le liquide utérin. Nettoyer la vulve avec un savon doux pour garder l'environnement propre et utiliser un lubrifiant pour éviter d'être trop traumatique. Il faut ensuite dégager les voies respiratoires du liquide et des membranes fétales. Donc, un petit brin de paille au niveau du nez des agneaux. On peut aussi utiliser un respirateur manuel comme un des modèles que j'ai montré ici. Qui permet d'apporter vraiment de l'air, mais il faut bien respecter les indications pour ne pas y aller trop rapidement et trop fort parce que ça peut faire éclater là, des alvéoles pulmonaires. Mais c'est quand même un outil important à avoir tout près en période d'agnelage. Aussi, on peut aider la mère à sécher les petits, surtout par temps froid, donc soit avec de la paille sèche ou avec une serviette de bain pour en même temps activer les agneaux là, à plus se réveiller puis à bouger. Ils vont finir par se réchauffer d'eux-mêmes. Ensuite, le 10e commandement, c'est les soins des nouveau-nés. Donc, ce qu'on veut, c'est un pied propre, sans mamite et fonctionnel. La température ambiante de minimum 10 degrés Celsius. Avoir suffisamment de litière épaisse et propre. On recommande 700 grammes à 1 kg de paille par brebis. Si vous préparez des cases d'agnelage pour les 2 premières journées, ça va faciliter le lien d'attachement entre les agneaux et leur mère. Il est recommandé de mettre 30 cases pour 100 agnelles, puis 15 à 30 cases pour 100 brebis. Ça va dépendre des races. Et aussi, ne pas oublier la désinfection des nombrils. Vous pouvez utiliser de l'iode ou de la chlorhexidine à dilution. Et encore là, la bouteille avec anti-retour de bain de crayon est meilleure que la vaporisation, à mon avis, parce qu'on voit des cas où tout le ventre a été aspergé, mais très peu au niveau du nombril. Et puis, ça peut créer des irritations cutanées là, au niveau de l'abdomen. Donc, bien faire tremper environ 15 secondes. Puis, vous pouvez répéter dans les jours suivants. Aussi, des injections de multivitamines et surtout de vitamine E, sélénium. Donc, à la naissance, les agneaux peuvent avoir une injection. Il faut respecter les doses recommandées, mais faire attention avec les agneaux plus légers. Ça peut être moins que 0,25 ml. Ça vous prend vraiment des petites seringues tuberculines. Si ce sujet-là vous intéresse, je recommande la lecture de cet article
qui avait été publié dans le Vin Québec, qui est très intéressant, qui parle justement là, des problèmes de dosage suite aux injections de vitamineux sélénium. Ensuite, on revient toujours à l'alimentation, donc une alimentation adéquate pour les mères. Puis, il y a aussi la caféine qui était pratiquée déjà à l'hôpital vétérinaire il y a une vingtaine d'années, mais qui peut se faire quand même à la ferme. Ça peut améliorer le taux de survie des agneaux dans les 24 premières heures, puis même jusqu'à 3 jours, là, avec un effet résiduel jusqu'au sevrage. Dans le fond, c'est utilisé en médecine pédiatrique, en médecine humaine, avec les bébés prématurés. Donc, on peut utiliser dans ce temps-là de la caféine en capsule en vente à la pharmacie, là. Et puis, si on voit qu'on a quelques agnelages problématiques, ça peut aider à stimuler les petits. Ici, je vous ai remis un tableau de l'Institut de l'élevage qui montre les principales causes de mortalité en excluant les avortements. Puis ça revient vraiment à des bébés qui sont petits, qui ont manqué de lait, qui ont peu tété. Donc, le colostrum, c'est vraiment la source d'énergie principale pour les agneaux. Puis ça va éviter qu'ils tombent dans le cycle de l'hypothermie. Ça va permettre aussi la croissance des intestins puis la différenciation des cellules pour qu'ils puissent par la suite bien digérer les aliments qu'ils vont absorber. Donc, ce qu'on veut éviter, c'est le cycle hypothermie, hypoglycémie, puis à la longue, on va rentrer dans une spirale qui va nous amener vers le décès. Évidemment, c'est ça qu'on veut éviter. Donc, le colostrum, c'est vraiment l'étape la plus importante à respecter là, une fois que la naissance est faite. C'est quoi le colostrum? C'est le premier lait synthétisé dans les derniers jours de gestation, puis les premières heures de vie après l'agnelage. Et puis, on voit ici dans le graphique là, que rapidement, les points noirs, ce sont les IgG, donc les anticorps. Rapidement, après quelques heures après la naissance, leur concentration diminue de beaucoup dans le lait, puis finalement, le colostrum devient du lait de transition, puis du lait. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment important de le donner très rapidement et de le prendre rapidement aussi des mères. Idéalement, il faudrait viser un premier repas dans les 6 premières heures de vie. Ce qu'on doit viser comme ce qu'on veut viser, c'est 210 ml par kilo de poids vif dans les 18-24 heures après la naissance. Et puis, idéalement, il est recommandé de se procurer un réfractomètre de Brix. C'est cet outil-là, il en existe des électroniques aussi, là, qui sert beaucoup dans l'industrie des érablières, mais qu'on a, nous, en clinique vétérinaire pour mesurer les protéines urinaires et sanguines. Donc, avec un outil comme ça, on peut viser un minimum de 22 %, idéalement même se rendre à 30 % de lecture. Ça nous donne un minimum de 50 grammes par litre d'anticorps. Donc, la question, c'est premièrement, est-ce que vous faites une vérification comme ça? Ça peut être une bonne chose de commencer à l'intégrer, pas nécessairement à chaque brebis, mais peut-être au début d'un nouveau groupe pour voir si ça risque de bien se passer en fonction de l'alimentation que les femelles ont reçue. Mais aussi, est-ce que vous pensez que vos brebis sont capables de fournir suffisamment de colostrum s'ils ont plus que 2 agneaux? Alors, c'est quoi les alternatives si jamais on ne réussit pas à fournir suffisamment de colostrum? En fait, il y en a plusieurs. On peut utiliser du colostrum de brebis. Ce serait l'idéal, c'est d'avoir du colostrum d'une brebis forte productrice qui a été congelée. Ça peut être gardé au congélateur dans des petites bouteilles comme ça, ou bien même encore mieux dans des sacs de lait maternel de femmes en vente en pharmacie humaine, qui sont faits pour ça, dans le fond, la congélation du lait.
puis ils ont une double fermeture. Donc, puis le plastique est plus épais. C'est vraiment résistant au congélateur. Et ces deux systèmes-là, si on décide d'utiliser du colostrum congelé, idéalement, si possible, thermiser le colostrum. Ça peut aider pour des maladies comme celle du Médivicinat, entre autres. La thermisation, c'est porter la température du lait ou du colostrum à 56 degrés Celsius pendant 1 heure. Donc, il existe des machines faites exprès pour ça. Ça peut aussi être fait là, sur le rond dans une casserole avec ce qu'il faut pour mesurer la température, mais c'est quand même plus demandant. Donc, si vous ne pouvez pas thermiser, vous pouvez quand même utiliser le colostrum congelé. C'est plus pour la transmission là, de maladies que ça devient un problème, mais c'est mieux de donner du colostrum potentiellement contaminé que pas de colostrum du tout. Et puis ensuite, la décongélation, c'est vraiment important. Il faut le faire dans un genre de bain-marie, c'est-à-dire mettre le récipient, soit la bouteille ou le sac de colostrum congelé à l'intérieur d'un chaudron ou d'un bol qui contient de l'eau chaude, puis changer l'eau chaude régulièrement. Il ne faut surtout pas mettre le colostrum congelé au micro-ondes, dans un four, dans une casserole directement, parce que les protéines se dénaturent lorsqu'elles sont chauffées, et puis les anticorps, ce sont des protéines. Alors, ça prend un réchauffement graduel. Puis, ce que j'aime des petits sacs, c'est qu'il y a une plus grande surface d'exposition là, à l'air, à l'extérieur. Donc, il va se réchauffer plus vite et il risque moins d'avoir un glaçon qui va rester à l'intérieur. Si vous congelez ça dans des grosses bouteilles, c'est ce qui risque d'arriver. Le contour de la bouteille dégèle facilement, puis à l'intérieur, il y a un glaçon. Puis c'est là que s'il y a des bactéries, elles ont plus de risques de proliférer là, quand il y a du chaud avec du froid en même temps. Si ce n'est pas possible d'avoir du colostrum de brebis, parce que ce n'est pas si simple que ça, les traires, lorsqu'elles ne sont pas habituées, là, vous pouvez utiliser du colostrum de vache aussi, si vous y avez accès. Par contre, la qualité peut être variable. Idéalement, si vous prenez du colostrum de vache, faites-le bien tester avec un réfractomètre de Brix auparavant. Idéalement, on ne veut pas qu'il y ait de traces de sang, donc pas du colostrum rougeâtre pour les maladies transmises par le sang. Puis c'est sûr que dans ce temps-là, ce sont des immunoglobulines bovines qui sont transmises. Ce n'est pas une protection parfaite pour l'utiliser chez des moutons. Puis si on utilise du colostrum de vache, il faudrait augmenter la quantité donnée de 20 à 40 %, même jusqu'à 50 % pour des fortes productrices laitières. Puis il ne faut pas le garder plus que 2 jours. Il existe aussi du colostrum commercial. Probablement qu'on arrive à avoir des formules ovines ou caprines. Il faut vraiment regarder les quantités d'immunoglobulines selon les marques. C'est très variable. Donc, pour ajuster ensuite la quantité à boire, c'est sûr qu'un colostrum moins concentré va prendre un plus grand volume. Puis là, c'est la capacité de l'agneau de le boire finalement là, qui va être limitante. Pour l'administrer, si les agneaux ne le prennent pas d'eux-mêmes sur leur mère, ça peut être soit par gavage, en utilisant un petit tube comme ça. Je vous ai mis une vidéo pour aller voir comment le faire. C'est important de bien sentir que le tuyau passe bien dans l'œsophage et non directement dans la trachée, parce que c'est des accidents qui peuvent arriver. Et puis dans ce temps-là, souvent, ça finit mal. On vient d'augmenter nos statistiques de mortalité. Donc, si vous n'êtes pas certain, il faudrait le pratiquer avec quelqu'un qui peut vous montrer comment bien le faire. Vous pouvez aussi le donner par biberon, mais pour ça, ça prend un agneau qui a encore sa capacité de téter. S'il est trop faible, ça va vraiment prendre le gavage. Et puis, même dans des cas extrêmes, des animaux trop faibles pour même lever la tête, tout ça, on peut donner du plasma intraveineux, mais on s'entend que ça s'applique peut-être moins là, dans l'élevage ovin. Comment vérifier s'il y a assez d'IgG transmis de façon générale là, par votre régie? On peut faire des prises de sang pour vérifier le transfert d'immunité passive. Donc, ce qui est recommandé, c'est de prendre un lot de 10-15 agneaux qui ont entre 24 à 36 heures de vie. Puis là, on va mesurer les protéines plasmatiques au niveau sanguin. Puis ce qui est avisé, c'est d'avoir au moins 80 % des agneaux qui obtiennent un score de 15 grammes par litre et plus idéalement. Mais c'est sûr que ça peut être difficile
de s'assurer que les bébés boivent beaucoup en quantité, en volume quand on ne le donne pas au biberon. C'est un peu la même chose avec des bébés humains. Les bébés allaités, on ne sait jamais trop ce qu'ils boivent, mais ce qu'il faut se fier, c'est la prise de poids et aussi la palpation de la caillette. Donc, en soulevant l'agneau par en dessous des membres avant, finalement, on peut comparer là, la taille de l'abdomen pour 2 agneaux égaux, un avant la tétée puis un après. On voit quand même assez facilement celui qui a bien tété. Donc, les agneaux qui ont eu un mauvais transfert d'immunité passive, ils ont presque 2,5 fois plus de risque d'être malades ou de mourir. C'est quand même majeur. Alors, il faut vraiment mettre l'énergie là-dessus, bien former le personnel et puis idéalement, s'équiper d'un réfractomètre de Brix pour bien comprendre la situation. Puis faire des mesures de protéines plasmatiques, c'est une bonne chose à intégrer dans la régie là, quelques fois par année. Ici, juste par intérêt, je vous ai mis un tableau qu'on voit souvent. C'est pour comparer les différents laits selon la composition par espèce. On a souvent tendance à penser que la brebis et la chèvre ont un lait qui se ressemble parce que c'est des petits ruminants de taille semblable, mais au contraire, le lait de brebis est vraiment différent de celui des autres. Là. Quand on regarde la majorité des composants, le lait de vache et de chèvre sont plus proches l'un de l'autre qu'avec le lait de brebis. Maintenant, on va y aller avec le 11e commandement, qui couvrent les 2 premiers jours de vie, dans le fond. Donc, encore une fois, on revient avec la litière sèche et abondante qui devrait être ajoutée à chaque agnelage. Donc, pour une densité animale et des lots uniformes qu'on doit viser. Donc, max 15 jours de différence d'âge entre les agneaux, comme dans le même parc. Ce qui est recommandé pour ce qui est de l'espace, c'est une brebis et un agneau pour 1,5 m carré. Puis une brebis avec 2 agneaux, 2 mètres carrés. Et puis, si on place des agneaux en allaitement artificiel, on devrait mettre 5 agneaux par mètre carré. Alors, si vous avez des installations à réorganiser, vous pourriez prendre en compte là, ces données-là pour essayer d'optimiser vos chances, finalement, que ça se passe bien. Toujours maintenir une température ambiante convenable et puis faire vérifier la prise de lait ou à placer en allaitement artificiel. Donc, si vous voyez qu'il y en a un qui boit moins bien sur la portée, dans le fond, ce qui est recommandé, c'est de prendre celui qui est différent des autres, l'agneau qui est différent. Disons, s'il y en a 3, il y a 2 gros, un petit, on enlève le petit, on le met à l'allaitement artificiel, ou le contraire, 2 petits, un gros, on prend le plus gros, on le met à l'allaitement artificiel, ou celui qui a de la difficulté à aller téter pour qu'on le mette à l'allaitement par aide d'humain, puis s'assurer qu'il finit par bien comprendre le système, là, si finalement c'est une louve, mais au début, le faire manuellement avec un biberon, c'est l'idéal. C'est aussi pendant les 2 premiers jours de vie qu'on devrait faire l'identification avec les étiquettes d'oreilles et puis donner des injections de vitamines au besoin. Si ça n'a pas été fait là, dès la naissance, c'est encore temps de faire le vitamine sélénium. Pour le 12e commandement qui couvre les jours 2 à 10, c'est là que les problèmes infectieux vont survenir. Alors, si ça a moins bien été dans les premières journées, surtout avec la quantité de lait, le colostrum, la salubrité de l'environnement, là, c'est là que ça va nous sauter au visage. Donc, il faut continuer de vérifier la prise de lait, vérifier les abdomens, fournir de l'eau aux agneaux dès le début pour qu'ils puissent connaître le goût là, de l'eau. Et puis, fournir de la moulée aussi. Donc, vous pouvez commencer à installer les dérobés, leur montrer comment ça fonctionne. Puis ce qu'il faut faire pendant les premières journées de vie, c'est réduire le nombre d'interventions parce que c'est en lien avec la mortalité néonatale. Si on fait plus que 4 interventions, la mortalité peut aller jusqu'à 45 %. Donc, il faut essayer de les regrouper le plus possible. Et ensuite, le dernier commandement, donc jusqu'au sevrage, il faut grouper les brebis selon les âges des agneaux. Donc, comme j'ai dit plus tôt, idéalement 15 jours de différence entre le plus vieux et le plus jeune. Travailler sur la prévention de la coccidiose, ça va être adapté selon chaque élevage.
Et puis, je vais en revenir plus tard précisément pour cette maladie-là. Ça peut être aussi un moment pour faire de la vaccination selon les protocoles aussi qui ont été faits avec votre vétérinaire, selon les maladies que vous avez déjà eu à combattre. Et puis, c'est le moment de fournir des fourrages secs, des concentrés, les changer régulièrement quand ils deviennent un peu défraîchis. Les animaux vont moins les manger. Et puis, parce que les refus, ça finit par être un complet refus, là. Et puis, de changer les aliments régulièrement, ça permet un bon développement du rumen chez les agneaux. Donc, ce n'est pas à négliger. Aussi, il y a les abreuvoirs qui devraient être à 40 cm du sol. Puis, il faut ajuster la hauteur là, en fonction de la croissance de eux. Donc, on devrait calculer un abreuvoir pour 40 à 50 agneaux. Alors maintenant qu'on a parlé des commandements puis de comment tout devrait bien se dérouler et sur quoi travailler, je vais faire un résumé des principales conditions et maladies qu'on peut voir en jeune âge chez l'agneau. Donc, la diarrhée, c'est souvent un gros problème. Il y a différents pathogènes qui peuvent causer de la diarrhée. Et puis, chaque pathogène arrive à un moment souvent différent. Ce n'est pas coupé au couteau, mais la plupart du temps, les diarrhées de 1 jour à 1 semaine, c'est un E. coli entérotoxinogène. De 3 à 10 jours, c'est souvent aussi une autre infection de colibacillose. De 5 à 10 jours, là, il peut commencer à y avoir de la cryptosporidiose, qui est un parasite qui vit très bien à l'intérieur dans les bâtiments. Celui-là, c'est une zoonose, donc il faut faire attention. Il y a aussi des virus, entre autres le rotavirus, dans les 2 premières semaines de vie. Il y a la giardiase qui peut arriver de 2 à 4 semaines environ. La coccidiose, qui est très importante et aussi causée par un parasite qui vit très bien dans les bâtiments. Et pour les agneaux plus âgés, il peut y avoir aussi du Clostridium type C qui peut faire des mortalités subites, surtout en engraissement. Maintenant, plus en détail, le E. coli entérotoxinogène, ça cause des diarrhées très liquides. Parfois, il y a des mortalités subites. Ça va amener une déshydratation sévère, un haut taux de mortalité quand il y a un épisode dans un élevage. Puis le diagnostic va être souvent fait par nécropsie. Puis là, on va identifier du E. coli K99 ou F41. Donc, ça, c'est le E. coli qui s'attaque vraiment là, aux jeunes agneaux. Dans ce temps-là, il faut vérifier si la régie du colostrum a été bien faite. Est-ce que la préparation aux agnelages s'est bien déroulée? Puis tous les soins autour de la naissance. Et quand ça arrive, parfois, il faut changer pour pouvoir couper le cycle de contamination, là, changer le lieu d'agnelage si possible, faire un gros vide de l'espace, lavage, désinfection de la bergerie. On peut avoir besoin d'utiliser des antibiotiques à large spectre à la naissance, mais c'est sûr que c'est une solution à court terme. Ensuite de ça, pour le futur, on peut penser à de la vaccination des mères avec un vaccin bovin. C'est hors homologation, mais ça commence à être de plus en plus utilisé parce qu'en médecine bovine, c'est la recommandation. On a la même problématique avec les jeunes veaux. L'autre chose, ça peut être de donner aussi des probiotiques là, pour améliorer la flore intestinale. Donc, l'autre pathologie, la colibacillose, elle fait plus une diarrhée jaune, plus ou moins fluide. C'est assez fréquent. Il faut faire attention aux diarrhées de suralimentation. Les agneaux sont un peu moins déshydratés dans ce temps-là. Il peut y avoir de la fièvre, peu de retard de croissance qui surviennent plus tard. Puis, avec la colibacillose, ça va empirer de fois en fois. Donc, à chaque vague d'agnelage, il pourrait en avoir plus. C'est une maladie qui répond bien au traitement, mais il faut traiter individuellement là, les agneaux, entre autres avec des électrolytes, Kaopeclin ou un autre pansement de l'estomac, là, puis souvent des injections d'antibiotiques. Maintenant, je vais vous parler de l'hypothermie, qui n'est pas une maladie en soi, mais qui amène vraiment beaucoup de problèmes pour les agneaux.
Donc, quand on a des agneaux en hypothermie, il faut voir la cause. Donc, ça revient à ce qu'on a parlé plus tôt, le manque de lait, la température qui est trop froide dans la bergerie, une maladie, une mère en mauvaise condition. Mais bon, une fois qu'on est prêt avec un agneau en hypothermie, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, prendre la température. Normalement, devrait être entre 39,5 et 40,5 degrés Celsius. Il faut avoir un tube stomacal pour pouvoir le gaver parce qu'il ne sera probablement pas en condition d'être été. Une lampe chauffante pour le réchauffer ou une warm box, donc une espèce de petite boîte qu'on peut fabriquer soi-même là, pour l'aider à garder sa chaleur, qui n'a pas besoin d'être répartie dans toute la pièce. Avoir du dextrose et puis du colostrum pour vraiment lui donner beaucoup d'énergie et parfois, on peut recommander l'utilisation de glycol P. Donc, on peut décliner l'hypothermie en plusieurs portraits. Le premier portrait, c'est un agneau qui a une température entre 37 et 39 degrés Celsius, mais qui est capable d'avaler. Donc, dans ce temps-là, on donne du colostrum avec un tube stomacal. On le remet avec sa mère s'il reprend du mieux rapidement. Sinon, on l'observe, met à la lampe chauffante. Il faut répéter le colostrum aux 2 heures pour vraiment lui donner beaucoup d'énergie. Dès que c'est possible, on le retourne avec sa mère en s'assurant qu'elle a suffisamment de lait puis qu'elle est bien maternelle. Le deuxième portrait, c'est l'agneau qui est en bas de 37 degrés Celsius, mais qui a plus que 5 heures de vie et qui peut avaler. Donc, à lui aussi, on va donner le colostrum avec le tube, le mettre dans un endroit chaud, répéter le colostrum aux 2 heures, puis le mettre avec sa mère le plus rapidement possible. Puis, traiter et gaver si finalement ça ne va pas bien. Encore une fois, on se questionne sur la mère. Puis, se questionner sur la mère, c'est toujours un peu trop tard pour l'agneau actuel, mais c'est pour les prochains. Le troisième portrait, une température en bas de 37 degrés Celsius, âgé de plus de 5 heures, mais lui ne peut pas avaler. Alors là, on doit passer au glucose intrapéritonéal. Donc, vous pouvez demander à votre vétérinaire de vous montrer comment faire l'injection. C'est quand même une procédure qui peut être stressante là, parce qu'on a toujours peur d'accrocher un organe avec les aiguilles. Il faut réchauffer ces agneaux-là encore avec une lampe ou une boîte chauffante ou frictionner avec les serviettes. Donner le colostrum régulièrement, puis faire les mêmes bons soins qu'avec les autres portraits. Là. Pour le quatrième portrait, c'est une température aussi en bas de 37 qui est âgé de moins de 5 heures de vie et qui peut avaler. Donc, le réchauffer, lui donner du colostrum et le retourner à sa mère le plus vite possible, puis le mettre en observation. Donc, ça montre vraiment à quel point que la quantité de lait, le colostrum, c'est très important, puis la température aussi là, du bâtiment ou de la zone des agnelages. Maintenant, on va parler le syndrome de l'agneau baveur. Qui arrive chez les très jeunes agneaux. Souvent, il y a une rétention du méconium. Ils peuvent être ballonnés. Ils vont baver beaucoup. Il peut y avoir une infection du sang par du E. coli. Ça va faire des agneaux très faibles. Et puis, souvent, ça arrive quand la régie du colostrum n'est pas parfaite. Là. Et puis, ces agneaux-là ont un pronostic sombre. Ça nécessite beaucoup de traitement, beaucoup d'énergie. Maintenant, la cryptosporidiose, j'ai glissé un mot plutôt que c'était une zoonose. C'est à faire quand même attention, c'est très fréquent. Chez l'humain, ça va faire une bonne gastro, mais c'est quand même une cause de mortalité chez les humains qui ont déjà une condition d'immunosuppression. Là. Donc, à faire bien attention au lavage de mains des visiteurs, surtout quand il y a des jeunes agneaux en diarrhée. Là. Donc, c'est fréquent. On le voit surtout de 5 à 10 jours d'âge. Ça amène des selles pâteuses, style un peu mayonnaise, jaunâtre pâle. Les agneaux vont avoir un dépérissement graduel, puis des fois, ils vont aller mieux, puis ça va revenir après. Puis souvent, c'est mélangé avec une autre maladie. Donc, c'est un opportuniste, ce parasite-là. Donc, si l'animal est déjà abattu par autre chose, ben là, il va pouvoir se reproduire de façon à rendre l'animal malade.
Donc, même chose, c'est des traitements de support, des électrolytes, les pansements gastriques, puis des fois des antibiotiques, mais pour les infections bactériennes sous-jacentes. Puis spécifiquement pour la cryptosporidose, maintenant, il y a une molécule, la lofluginone, qui est homologuée, donc soit sous la marque Allocure ou Alagon, qui doit être donnée en prévention, donc avant la diarrhée dès la naissance. Et puis qu'il y a quand même un bon taux de succès. Il faut faire attention à ne pas surestimer le poids des agneaux parce que l'index thérapeutique, le risque de toxicité est atteint rapidement. Donc, dans les cas de cryptosporidose, il faut vraiment travailler très fort sur l'hygiène du milieu, avoir beaucoup de litière et diminuer l'humidité au sol. Et travailler sur toutes les autres causes de diarrhée. Et puis, rapidement, il y a aussi, comme j'ai dit tantôt, le rotavirus qui ressemble à la cryptosporidiose, puis qu'on peut identifier avec des tests rapides sur les selles disponibles en clinique vétérinaire ou en laboratoire, là, mais c'est bien fait pour ça. La giardiase, c'est 2 à 4 semaines d'âge. C'est pas parce que c'est positif que c'est nécessairement la cause de la maladie. Ça aussi, ça peut être une zoonose, puis ça peut causer de très grosses crampes abdominales. Ensuite, il y a le Clostridium type C qui fait des entérites hémorragiques. Donc, chez les jeunes agneaux principalement. Et pour ça, on peut vacciner les mères. Donc, plus en détail, pour la coccidiose, qui est un parasite protozoaire sous forme d'œuf, comme la cryptosporidose. C'est très fréquent. Ça fait des selles plus rougeâtres sur des agneaux plus âgés, de 3 semaines d'âge et jusqu'à 3 mois environ. Ça arrive surtout lorsqu'ils ont la densité animale trop élevée dans un parc, après un stress, comme le sevrage, les changements alimentaires, un déménagement, et puis, ou une autre maladie aussi. Ça va amener des retards de croissance parce qu'ils vont être en diarrhée pendant plusieurs jours. Donc, ils perdent toutes ces journées-là là, de bons nutriments pour leur croissance musculaire. Et ça peut amener de la déshydratation, de l'anorexie, beaucoup de faiblesse. Ça va faire des agneaux qui ont un mauvais poil et parfois, certains vont mourir parce qu'ils ont trop de pertes sanguines via les selles. Ou trop de déshydratation sévère, là. Et puis, ça aussi, c'est une prédisposition pour d'autres maladies, des fois des pneumonies, là, en affaiblissant le système immunitaire. Donc, ce qui peut être fait, par contre, c'est qu'on a des produits qui sont homologués maintenant là, chez le mouton. Donc, on peut utiliser soit le Bécox oralement ou des anticoccidiens dans la moulée. Donc, il y en existe plusieurs. Là. Ça peut être l'azalocide, le Monensin, le décoquinate de différentes marques. Donc, c'est à voir avec votre vétérinaire ce qui serait le plus applicable dans votre peau. Et parfois, il faut même combiner là, un produit anticoccidien dans la moulée qui aide à baisser la quantité de coccidie sans les tuer, et avec un autre produit là, oral à la naissance. Maintenant, je vais vous parler du tétanos, qui peut être une maladie assez fréquente chez les petits ruminants. Donc, c'est une bactérie, on le sait parce que l'humain peut en être affecté par l'introduction de la bactérie dans des plaies. Les plaies chez les agneaux, ça peut être les plaies de pose d'étiquettes d'oreilles, une plaie de codectomie ou de castration qui a mal guéri, une plaie de tonte, des lacération, coupure, un clou, une vis qui dépasse, un bout de tôle replié dans les étapes. Il faut vraiment porter attention là, à l'environnement. Une aiguille contaminée aussi ou une vieille seringue qui serait due pour aller au recyclage du matériel biomédical. Là. Des seringues qui sont moindrement sales, on devrait les changer. Donc, ça peut être aussi une bouteille de médicaments contaminés. Une bouteille qui a été piquée plusieurs fois dedans, puis le caoutchouc commence à être éventé un peu. Les aiguilles ont peut-être été trop grosses, ça a fait des trous, il peut y avoir de l'air, de la poussière qui est rentrée. C'est mieux de ne pas utiliser cette bouteille de médicaments-là parce qu'on peut avoir plusieurs cas suite à l'injection d'un même produit. Là.
Donc, comment on remarque ça, le tétanos? Ben, c'est des animaux aux membres raides, un peu comme l'agneau sur la photo ici. Ils vont marcher avec les pattes raides, un peu en robot, avec la queue en l'air, puis ils vont avoir la mâchoire barrée. En anglais, cette maladie-là s'appelle la lockjaw. Donc, quand on veut leur ouvrir la bouche pour examiner à l'intérieur, c'est impossible. C'est complètement barré, là, comme du ciment. Puis ça fait aussi des agneaux, quand on les regarde en avant, qui ont un sourire étrange. Ils ont l'air de rire un peu parce que c'est leurs muscles faciaux là, qui sont contractés de cette façon-là. Ils vont aussi avoir une extension du cou vers l'arrière, puis ils vont rapidement ballonner parce qu'ils ne réussissent pas à éructer, puis et à faire leur selle non plus parce qu'ils sont paralysés, puis c'est comme ça qu'ils vont mourir. Le traitement, c'est possible de le traiter, mais c'est avec des antitoxines et des antibiotiques. Puis il faut que ce soit pris vraiment en très début de condition parce que le pronostic est vraiment sombre. C'est sûr que s'il n'y a pas de traitement, c'est la mort assurée. Et même avec un traitement, le taux de succès n'est pas très grand. Donc, pour ça, heureusement, il y a des vaccins homologués en médecine ovine. Le vaccin contre le tétanos est intégré dans les principaux vaccins qui sont recommandés de façon générale, soit le Tasvax, Covaxin ou Glanvac, mais aussi tétanos seul peut être donné. On peut aussi répéter avec un autre vaccin au moment d'une chirurgie au besoin. Puis, comme autre précaution, utiliser du matériel désinfecté ou stérile, surtout pour les injections. Changer d'aiguille, nettoyer les plaies de tonte rapidement, puis bien les entretenir durant la guérison. Et puis, utiliser des antibiotiques là, pour soigner ces plaies infectées-là. Puis, s'assurer que les élastiques de codectomie ne sont pas éventés et puis que la castration ou la codectomie va se faire rapidement. Aussi, maintenant, je vais vous parler de l'arthrite et l'ostéomyélite que je vais parler ensemble puisque ça se ressemble un peu. Les causes peuvent être différentes selon l'âge, mais souvent, ça vient d'une mauvaise désinfection du nombril ou pas du tout désinfecté. Aussi, ça peut être plus fréquent lorsqu'il y a beaucoup de mouches en été, dans la canicule, de la litière humide, une ambiance un peu mauvaise, ça va amener un cocktail explosif. Il risque d'avoir beaucoup de cas d'arthrite, plusieurs types de bactéries qui peuvent faire ça. Et puis, un nombril mal désinfecté, c'est une porte d'entrée aussi pour des pneumonies, des diarrhées. Alors, ce n'est pas à négliger là, autant que le colostrum. Le ballonnement des agneaux nourris artificiellement, ça va être causé par des agents pathogènes qui prolifèrent bien dans le lait en poudre, comme Sarsinia, Clostridium perfringens type A, entre autres. Puis ça va arriver lorsque la tétine l'ouverture est trop grande, puis le débit de lait va aller trop vite pour aller avec la sécrétion d'acide chlorhydrique naturel là, suite à la tétée normale d'un agneau. Donc, si le lait arrive trop vite dans la caillette, ce processus-là va être dérangé, donc l'équilibre va être changé aussi et ça va amener un changement du contenu de la caillette qui va se mettre du pH du contenu de la caillette qui monte. Et ça va favoriser la multiplication du Sarsinia, justement, qui amène le ballonnement. Puis, il peut être suffisamment sévère pour amener la rupture de la caillette, donc une déchirure de l'estomac. Puis ça entraîne la mort. Pour prévenir ça, il faut réduire le débit des tétines. Il y a différentes marques, mais il faut vraiment éviter celles qui sont longuement fendues, puis même éviter de l'ouvrir davantage pour que ça coule plus vite. C'est mieux d'offrir plusieurs repas en petits volumes. On peut utiliser aussi le lait acidifié, le lait réfrigéré aussi. Puis, il y a des recettes qui existent là, avec le formol d'ajouter 1 millilitre par litre de lait. Ça va avoir un effet antibactérien et parce que ça donne un mauvais goût au lait, ça va ralentir la tétée. Donc, on ne peut peut-être pas utiliser cette alternative-là en premier lieu, mais dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est une hygiène stricte, puis surtout réduire le débit de lait.
Et puis, si mouton malade devenait quand même mort, il ne faut pas oublier qu'il existe une panoplie de tests de laboratoire. Puis maintenant, il y a plusieurs campagnes PISA qui peuvent s'offrir à vous. Il y en a certaines qui vous permettraient d'y avoir accès gratuitement. Donc, des tests de sang, des bactériologies sur les fèves, sur du lait de la louve ou sur le lait des mères, des tests pour détecter les causes de diarrhée néonatale, qui sont des tests rapides en clinique, faire des coprologies sur les selles pour identifier des parasites, faire des prises de sang pour identifier des maladies aussi par la présence d'anticorps. On peut aussi faire des écouvillons nasaux pour faire de la bactériologie ou de la virologie pour les cas de pneumonie. Et évidemment, la nécropsie, c'est la finalité de tout ça, ça permet quand même que le mouton malade aide à prévenir qu'il y ait d'autres moutons qui meurent. Donc, même si c'est dommage, il y a eu une mortalité, quand on envoie cet animal en nécropsie, ça nous permet de bien établir le diagnostic, d'avoir le bon plan de traitement pour le futur. Donc, il ne faut pas hésiter à demander plus de tests si jamais votre vétérinaire n'y pense pas ou pense que ça ne correspond pas à vos besoins. Et ça se peut qu'il ait pensé, mais qu'il ne l'a pas proposé. Donc, vous pouvez, selon vos envies et vos finances, là, voir si c'était des alternatives pour améliorer le diagnostic. Maintenant, je vais vous parler, avant de terminer, là, de la biosécurité. Parce que pour moi, la rentabilité, ça rime avec la biosécurité. On l'a vu là, dans les 2 dernières années, la biosécurité, à quel point c'est important, même en santé humaine. Donc, en bergerie, ce qui est recommandé, c'est un minimum de 1 curage annuel par année. Selon une tournée du CEPOC faite en 2012, il y avait moins de 40 des éleveurs qui faisaient un minimum d'une fois par année. Ça, c'est vraiment une lacune importante. Ça contribue fortement à l'ambiance d'humidité puis d'odeur qui permet la prolifération de plusieurs pathogènes dans les bergeries. Il y a aussi la désinfection du puits et des conduites d'eau, des conduites de ventilation qui devraient être faites au moins une fois par année aussi. Et puis, on pense qu'un bon nettoyage, juste nettoyage de base, ça retire 90 des agents pathogènes. Alors, je crois que ça vaut la peine d'y mettre l'énergie. Ensuite de ça, on devrait rincer et laisser sécher. Pour désinfecter la bergerie, il faut laver à la pression à l'eau chaude si possible, puis utilisation de Virkon ou d'un autre produit homologué pour être utilisé en bâtiment. Puis il faut désinfecter tout ce qui est à la hauteur des animaux. Donc, les mangeoires, les abreuvoirs, les planchers, le bas des murs, les barrières, tous les panneaux qui peuvent être utilisés pour faire les cases d'agnolage. Puis ça, on devrait le faire entre chaque groupe d'agnolage, la désinfection. Puis rincer au besoin, puis quand c'est possible, se permettre un vide sanitaire là, entre chaque groupe d'agnolage. Ça va quand même beaucoup éliminer plusieurs pathogènes là, qui disparaissent juste en fonction du temps. Aussi, il faut travailler sur le contrôle de la vermine et des petits animaux, chiens, chats, ceux qui sont indésirables finalement, pour faire attention à la toxoplasmose. On dit souvent, les chats, on devrait les éviter en bergerie. Si vous en avez quand même, vous pouvez leur proposer des litières et leur montrer où aller. Je vois plein de bergeries où les chats vont dans la litière. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont jamais dans les mangeoires, mais jamais près des animaux, mais au moins, s'ils font la majorité de leurs besoins dans la litière, c'est déjà ça. Vous pouvez consulter une fiche très bien faite là, sur le site web du CEPOC à ce sujet-là. Puis vous pouvez aussi vous imprimer là, cette affiche pour pouvoir avertir vos visiteurs que la biosécurité vous tient à cœur. Pour le personnel de la ferme, c'est le personnel qui fait souvent la dispersion du microbe dans la bergerie. Donc, il faut faire attention aux vêtements, les bottes, les souliers, aux équipements entre les différents parcs. Toujours s'occuper des malades après s'être occupé des plus jeunes et des animaux en santé. Puis aussi, pas oublier les petits pieds, là, les enfants, on aime qu'ils nous accompagnent dans le travail à la ferme, mais eux, ils se promènent des fois partout, donc il faut bien expliquer les endroits qu'ils doivent aller ou ne pas aller pour pas que leurs petits souliers transportent aussi là, des pathogènes.
Les visiteurs, eux, on les considère surtout dangereux pour l'introduction de nouveaux agents pathogènes, surtout s'ils ont visité d'autres fermes juste avant ou s'ils en possèdent une. C'est des acheteurs, entre autres. Donc, il est recommandé de fournir des bottes jetables et de demander des vêtements propres, de faire le lavage des mains avec du savon. Souvent, on utilise juste l'eau, puis en plus, on a rarement de l'eau chaude dans les bergeries. Donc, ça, c'est quelque chose à penser. En hiver, le lavage se fait souvent très rapidement. Le matériel devrait être propre et désinfecté. Puis, on peut évaluer le risque des personnes. Donc, quelqu'un qu'on sait qui visite beaucoup de bergeries, s'assurer vraiment plus que cette personne-là a tout fait dans les règles de l'art que la personne qui vient de la ville puis qui c'est la première fois qu'il voit un mouton. Puis vous pouvez aussi tenir un registre. De plus en plus, dans plusieurs productions animales, c'est soit une exigence ou une recommandation. Ça permet quand même de pouvoir faire un suivi éventuellement s'il y avait une éclosion d'une maladie, de pouvoir retracer ces personnes-là, puis leur dire ce qu'il y en est, là, finalement, de faire attention dans leur prochain déplacement. Donc, juste ici, en terminant, la prévention des maladies, c'est souvent des interventions simples, mais qui devraient être respectées quand même en tout temps. Ça va permettre d'améliorer la rentabilité des entreprises. Ça, c'est certain. D'après moi, l'utilisation d'un dossier de santé, ça va permettre une meilleure prise de données efficace, puis ça va certainement intéresser vos intervenants vétérinaires, entre autres, à la ferme pour pouvoir mieux interpréter, puis cerner des besoins, puis améliorer par la suite la régie du troupeau. Annie? Oui. Tu as des petites questions dans le chat. Est-ce que tu voulais qu'on commence par elles? Si les gens ont d'autres questions. Donc, je peux te les lire si tu veux. La première, c'est quel est le nom de l'outil qui aide à extraire les sécrétions des agneaux qui viennent de naître, celle que tu présentais plus haut, presque au début dans tes diapositives. Je ne sais pas si tu as des questions. Je ne sais pas s'il y a un nom. Oui, ben, c'est pas tant que ça extrait celui-là, c'est plus que ça envoie de l'air. C'est comme un respirateur, un peu comme les ambubags que les ambulanciers possèdent. Je pense que c'est le LEM Resuscitator parce que j'ai aussi un Calf Resuscitator, mais je vais juste aller vérifier le nom. Parfait. Puis, je te pose l'autre question en attendant. Tétanos, nous en avions beaucoup il y a 2 ans, surtout dans l'été. Maintenant, nous vaccinons les brebis à la tonte avec le Taxvax 8 et nous n'en avons plus eu ce problème. Ah, OK, c'était seulement un commentaire, mais un bon commentaire. Oui. Donc, j'imagine que ça montre que ça vaut la peine la vaccination. Donc, serait-il possible d'avoir en PDF la description de tous les maladies, traitements? Je ne sais pas si c'est plus, si tu as un rapport avec, dans ta présentation, dans le fond, je sais que tu traites de plusieurs maladies, traitements. Donc, en tout cas, si c'est de la présentation comme telle, oui, elle va être disponible en même temps que l'enregistrement. Nous, on va la diffuser via notre infolettre. En même temps que l'enregistrement, la présentation d'Annie va être disponible. C'est bien ça que vous vouliez savoir. Ah, OK. Catherine a mis le lien dans le chat, je crois. Merci, Catherine. Dans le premier choix, le Restater Kit qu'on appelle Annie. Donc, ceux qui veulent regarder, là, le lien, je vais finir par arriver. Le lien qui est déposé sur le chat, vous pouvez aller, il est vendu sur premier choix. C'est ça, moi j'avais regardé chez nos fournisseurs, je ne me souviens pas si c'était premier choix ou un autre, mais il était autour de 170 Mais c'est vraiment utile, je trouve que je ne travaillerai plus sans ça maintenant. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, ceux qui veulent ouvrir leur micro ou continuer dans le chat. Il nous reste encore quelques minutes là, avant la fin, donc
Il ne semble pas y avoir de questions, sinon les gens sont gênés. Donc, si c'est le cas, je laisserai la parole peut-être à Cathy pour le mot de la fin. Merci, Annie, de ta présentation. Merci. Merci, Annie. C'était super intéressant. Fait que si des gens ont d'autres questions, de toute façon, il n'y a pas de souci. Là, vous pouvez les envoyer, puis Annie pourra vous répondre par la suite. Puis pour tous ceux qui voudraient s'inscrire à Agno Plus, c'est le courriel de la société, là, semerpq@cepoc.com. Juste à m'envoyer une demande courriel. Ça me prend votre courriel pour pouvoir procéder. Puis je vais vous envoyer là, la procédure là, d'installation sur l'écran d'accueil de votre cellulaire. Puis si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par la suite. Fait que si ça fait le tour pour moi. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir pris du temps dans cette journée quand même là, qui était propice pour les travaux au champ. Fait que sur ça, on se dit bonne journée si personne d'autre n'a rien à rajouter. Merci. Bonne fin de journée à tous. Merci.